never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et des préventions. Au micro, Cristina Rosati, aujourd'hui pour parler de l'amour. Nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin, mais pour nous, c'est juste une occasion comme une autre pour parler de la chose la plus importante qui nous tienne au monde, l'amour donc. Et nous le ferons de la manière plus directe possible avec des témoignages des couples heureux et sérodifférents. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez, comme d'habitude, nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net ou bien passer par notre Twitter VIH Radio ou notre page Facebook. N'oubliez pas, surtout, nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify et Audioblog. Et du coup, on a dit aujourd'hui, on parle de l'amour. Bonjour Fred, bonjour Cédric, bonjour Hélène. Bonjour Christina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation un peu particulière, de vous exposer autant. Alors, vous êtes un couple. Alors, Cédric et Fred, vous êtes en couple depuis longtemps? Eh ben, ça va faire 10 ans à la fin de l'année. Ouh là là. Ouais. Beaucoup. Hein. Donc, j'attends une demande en mariage en direct à la radio. Attends, à la fin de l'année, l'année prochaine. Là, ça, au mois de décembre 2023, ça fera 10 ans. Waouh, voilà. Pas mal. Hélène, tu es toute seule ici et ton chéri t'a pas accompagnée, mais... Mais non, il avait du travail malheureusement. Oui, mais ça va, tout va bien. Vous êtes heureux ensemble? Ah oui, totalement. Et depuis combien de temps? Eh bien, nous avons fêté nos 10 ans. Ah oui? Au mois d'août, oui. Ah, je ne vous avais pas demandé avant de venir depuis combien de temps vous êtes ensemble. Je ne savais pas que j'avais des couples de 10 ans face de moi. J'en connais presque pas. Mes parents, mais bon, c'est une autre génération. Hein? Alors 10 ans, en année gay, il faut multiplier par 2. Ça fait 20 ans. Ah oui, exactement. Je plaisante. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, en fait, vous partagez... beaucoup de choses. On va essayer, petit à petit, on s'échauffera. Je vous poserai des questions peut-être plus intimes et vous déciderez s'y répondre ou pas. Voilà, on n'est pas obligé à tout répondre. Mais vous partagez tout, sauf votre statut sérologique, j'ai l'impression. Oui, la chance. Ben, il vaut mieux. Alors, en fait, je voudrais un peu savoir des deux couples différents. Qu'est-ce que c'est la certitude scientifique que vous avez derrière? Comme vous la vivez, vous êtes sûr de ne pas infecter votre compagnon. Pourquoi? Je laisse Fred commencer. Bah, moi, je suis sûr à 200% parce que le TASP, c'est une réalité scientifique qui a été prouvée par beaucoup d'études, partenaires, prévenir, etc. Du coup, les TASP, on dit, c'est le traitement comme prévention. Comme prévention, ça veut dire une charge virale indétectable égale 0 transmission VIH. Moi, je suis observant avec mon traitement, donc je fais attention de bien le prendre. Ma charge virale est indétectable depuis plus de 10 ans. C'est prouvé scientifiquement, donc voilà, il n'y a pas de doute. Voilà. Oui. Et Cédric, pour toi, c'est de la même manière. En fait, tu fais confiance à Fred ou c'est aussi tes certitudes à toi? Tu t'es renseigné? Comment... C'est ça, ouais. C'est effectivement d'une part que je fais confiance à Fred et puis que je fais confiance à la science de façon plus large. C'est-à-dire que, en plus, moi, peut-être que j'ai aussi un niveau d'information peut-être plus élevé que la moyenne, puisque je travaille dans une association de lutte contre le VIH. Et du coup, c'est des informations qu'on manie quotidiennement et surtout qu'on essaie de valoriser
auprès du public, auprès de nos publics dans l'association, mais auprès du grand public en règle générale, le fait que, comme Fred vient de l'expliquer, que quand une personne est séropositive, qu'elle prend un traitement antirétroviral et que ce traitement est efficace, elle a une charge virale indétectable qui fait qu'elle ne peut plus du tout transmettre le virus à sa ou ses partenaires. Donc du coup, voilà, comme la science l'a prouvé et que au quotidien, on le prouve entre guillemets entre nous avec Fred, moi j'ai aucun doute par rapport à ça. Et tu avais ces connaissances avant de rencontrer Fred. Tu connaissais déjà le TASP, même si les TASP, ça fait 15 ans, dites-moi, 18 ans, Moi, je me rappelle ça fait plus. 15 ans en fait, puisque ça a été affirmé pour la première fois par ce fameux chercheur suisse qui s'appelle le professeur Hirschel. Et donc ça a été valorisé pour la première fois à l'occasion du 1er décembre 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait un tout petit peu plus de 15 ans. Et on a commencé à en parler en 2008. Donc là, on est dans l'année où ça fait effectivement 15 ans qu'on a commencé à parler de façon plus large de ces preuves scientifiques. Après, effectivement, moi, quand j'ai commencé à militer dans des associations de lutte contre le VIH, j'ai commencé avec l'association AID. Donc, j'y suis arrivé en 2013. Et c'est un sujet dont j'avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas en tout cas toutes ces connaissances scientifiques que j'ai acquis au fur et à mesure. Donc voilà, c'est juste un truc dont j'avais entendu parler, mais qui n'était pas encore très concret pour moi, en tout cas, quand j'ai commencé à me rapprocher du milieu des associations de lutte contre le VIH. Oui, c'était aussi un chemin d'ici C'est ça. ces 10 ans. Hélène, est-ce que pour toi, c'était la même chose? Tout était clair? Est-ce que tu étais avec ton compagnon depuis 10 ans? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, je connais mon statut depuis 12 ans. Je peux te demander de parler un peu plus proche du micro, s'il te plaît? Pardon. Je connais mon statut depuis 12 ans. Lorsque j'ai su, j'étais avec une personne avec qui ça se passait plutôt bien. Tu étais déjà avec cette personne quand tu as découvert? Non, j'étais avec quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai découvert ça. Donc, bien évidemment, je l'en ai informé. Bon, notre histoire s'est terminée. Après avoir tergiversé je ne sais combien de temps dans ma tête et avoir beaucoup discuté avec certaines personnes, j'ai décidé de continuer à chercher un autre petit homme. J'ai caché ma sérologie. Enfin, je n'ai pas dit de mots, mais j'ai pas caché non plus quand même que je pouvais avoir un petit truc, j'étais pas en super forme. Enfin, voilà, j'ai amenuisé les choses, mais sans le cacher. J'ai rencontré mon petit homme actuel. On n'a jamais évoqué les choses, mais bon, voilà. Et puis un jour, pas comme un autre, au téléphone, il m'a dit qu'il se doutait. Et puis voilà, il m'a annoncé la chose. Enfin, qu'il savait. J'ai eu peur que ça change quelque chose. Il m'a dit que ça ne changerait rien. C'est même lui qui me l'a dit. Et puis, on a fêté nos 10 ans. Donc, depuis 10 ans, on est ensemble. Ça se passe bien. Il est au courant de plein de choses, mais de sa propre initiative, parce qu'il est déjà très ouvert, très curieux. Et puis, il a décidé de chercher un petit peu plus. Et maintenant, il me surprend parce que je dirais qu'il en connaît autant que moi, peut-être même encore plus, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que... Par exemple, quand on est dans des boutiques, bon, alors dans notre malheur, on a quand même des petits avantages, entre autres une carte priorité, c'est débile, mais voilà, dans les boutiques, quand des fois je la sors et que l'on me parle mal ou ça passe mal, en fait, dès qu'on a une carte priorité, c'est lui qui intervient, même à la rigueur, il mord plus que moi. Donc je trouve ça... Oui, tu sens qu'il te soutient, il te protège aussi. Il me protège à fond. Mais dis-moi, il toi, est toujours là. Du coup, toi, quand tu as découvert ton statut sérologique, tu t'es pas dit il faut que je trouve quelqu'un du même statut que moi. Non. En fait, moi, quand j'ai appris la chose, pour moi, ma vie de femme était terminée. Il se trouve que j'ai eu un accident, donc je suis partie à l'hôpital et là... un truc complètement débile, je ne sais même pas comment c'est possible, même avec tout ce recul.
malgré la tronche complètement abîmée que j'avais parce que je m'étais ouvert l'arcade sourcilière. Donc en fait, je suis arrivée à l'hôpital, j'avais l'arcade sourcilière complètement défoncée, donc j'étais pleine de sang partout sur le visage, dans les cheveux. J'avais évidemment un coquard monstrueux, l'œil fermé, enfin comme dans les films. Et ceci dit, l'infirmier qui m'a soignée, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est intéressé à moi, on s'est revus finalement. C'est lui qui m'a réouvert sur la vie, qui m'a fait comprendre que ma vie de femme n'était pas terminée. Et de là, je suis partie dans l'optique de continuer ma vie, puisque si un homme sérodiscordant, d'autant plus sérodiscordant, s'était intéressé à moi, c'est que finalement, surtout qu'il était dans le milieu médical, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait. Et puis la preuve, le petit jeune homme qui m'a laissé tomber juste avant parce que j'étais séropo, il nous est arrivé d'avoir des problèmes de préservatifs. Bien évidemment qu'il a fait des examens, puisque bien évidemment, je ne vais pas cacher la chose. Il n'a pas été touché. Et avec mon petit homme, depuis 10 ans, voilà, je dis pas, on a fait très attention pendant très longtemps. Même encore maintenant, on peut faire attention. Mais on a fait plusieurs fois l'amour sans préservatif. Il n'y a aucun souci, parce que je suis observante. Là, je rejoins tout ce qui s'était dit avant. Voilà, il faut être raisonnable. Alors, Hélène, elle est déjà rentrée dans les détails. Elle nous a parlé de comment elle a rencontré son compagnon. Alors, faut pas me poser cette question. Comment Alors, Fred, toi, oui. tu as raconté un peu de ta vie avant Cédric, notamment dans ton livre « T'as pas les sida, j'espère », qu'il est de la maison d'édition produit par Librinova. On a parlé ici à l'antenne. Mais du coup, vous, comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'on veut les raconter? On peut, oui. On peut. J'adore raconter cette histoire. Parce que c'est plutôt drôle. On aime les histoires d'amour, surtout aujourd'hui. Non, mais en fait, c'est assez cocasse. Bon, déjà, pour se remettre un peu dans le contexte, on est en 2013, donc on est tous les deux militants chez Aide. Moi, à l'époque, je galérais un peu dans mes rencontres amoureuses parce que je savais jamais à quel moment fallait le dire. Est-ce que je le dis le premier soir et le mec il part en courant? Est-ce que j'attends le troisième rendez-vous? Est-ce que j'attends d'avoir couché avec lui ou pas? Enfin voilà, il y avait toujours ce truc, on sait pas à quel moment le dire, et surtout on a peur du rejet parce que la sérophobie c'est une réalité. Beaucoup de séropos la vivent au quotidien sur les applis de rencontres, etc. Et donc arrive ce soir de décembre 2013, on va à une soirée organisée par Aide Paris qui s'appelle Mêle-toi de ton cul, et qui est une soirée de prévention destinée aux hommes qui aiment les hommes. Et donc c'était une soirée sur la santé anale, avec la présence d'un proctologue. Donc c'est pas romantique du tout, mais c'était assez drôle parce que pour le coup, le proctologue présentait des diapositives de fissures anales et de condylome sur écran géant. T'avais les passants qui passaient, parce que c'était un local qui donnait sur une rue, donc t'avais des passants qui s'arrêtaient, ils se disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bref, nous on se rencontre là, et en fait au début de la soirée, il y avait une habitude, c'est qu'on faisait un tour de table et chacun se présentait, donnait son prénom et disait ce qu'il voulait. On pouvait donner son statut sérologique si on voulait, mais il n'y avait aucune obligation. Donc moi je me présente, je dis voilà, j'ai Fred, je m'appelle Fred, je suis séropositif, etc. Lui il se présente, Cédric séronégatif. Et puis à la fin de la soirée, il y a plusieurs militants qui se retrouvent pour aller manger dans un Jap. C'était une petite habitude qu'on avait. Et il se trouve qu'on était assis à côté. Et puis voilà, the rest is history. Enfin, je sais pas si tu veux raconter ta version des faits. Mais... Non, mais c'est exactement ça. Enfin, c'est juste le côté soirée sur la santé anale avec effectivement ces diapositives toutes plus ragoûtantes les unes que les autres, projetées sur grand écran sur le mur du local où on était. C'était effectivement assez drôle. Comme quoi, voilà, c'est juste, on a l'habitude de dire que la santé anale, ça mène à tout. C'est ça. Et Cédric, pour toi, c'était la première fois que tu avais une relation avec quelqu'un de séropos? Non, c'était pas la première fois. C'était la deuxième fois, en fait. Parce que j'avais eu, avant de rencontrer Fred, quelques histoires longues de plusieurs années. Et parmi en fait, ma dernière histoire, qui avait duré 3 ans, avec un garçon d'origine espagnole, effectivement, enfin lui, en fait, m'avait aussi dit très vite qu'il était séropositif, je crois, dès le 2e ou 3e soir. Et en fait, je crois que sur le coup, j'avais été un peu surpris, parce qu'en fait, c'était le premier.
c'est le premier qui me le disait. J'imagine que dans ma vie sexuelle passée, j'ai dû en rencontrer d'autres, des garçons séropositifs, mais eux, en tout cas, ne me l'avaient jamais dit. Lui, c'était le premier. Donc, passer un petit peu la surprise initiale, en fait, très vite, je lui ai dit, bon, bah, ok, maintenant, on peut aller se coucher et passer à autre chose. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Après, le contexte était différent parce qu'à l'époque où on s'était rencontrés, donc, je l'avais rencontré en 2008, et en fait, on était à une époque où c'était pas systématique de mettre les personnes séropositives sous traitement très vite. On attendait que leur niveau de charge virale soit très élevé ou que leur niveau de défense, donc ce qu'on appelle les CD4, descende en dessous d'un certain seuil. Je ne sais plus quel est le seuil exact. Mais en tout cas, lui n'était pas encore traité quand on s'est rencontrés. Et du coup, quand on couchait ensemble, on utilisait évidemment des préservatifs. Mais voilà, mais non, c'était pas le premier. Après, quand tu parlais, ça m'est venu une plaisanterie parce que tu as dit une espagnole avec une air un peu genre, t'as pas de regrets, ça va. Ah non, aucun. J'adore les Espagnols. Aujourd'hui, c'est un super bon ami, donc non, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et Fred, il a dit un tout petit peu tout à l'heure, il disait la difficulté, surtout peut-être dans les milieux gays, de trouver une personne sérodifférente qu'on est séropo. En fait, il a beaucoup de préjugés. Hélène, dans ton point de vue, on dirait que c'est pas tout à fait passé comme ça. Ce sont plutôt les autres qui t'ont dit, voilà, ta vie de femme peut continuer. Est-ce que vous voulez un peu rentrer dans les détails de votre expérience? Est-ce que, Fred, c'était quelque chose qui t'a fait souffrir? Hélène, de ton côté aussi? Oui, vas-y. Perso, la rupture avec mon ex-petite amie a vraiment, pour moi, été extrêmement... Vous m'entendez? Oui, je disais donc que la rupture avec mon ancienne petite amie a pour moi été extrêmement violente. Bien évidemment, je me suis sentie totalement rejetée. Mais au-delà de me faire rejeter en amour par mon petit ami, avec qui ça se passait bien, il a des enfants. Il était même question que l'on parte en vacances ensemble. On avait commencé à regarder. Et puis, ben voilà quoi. Donc pour moi, c'était terminé. Et en fait, ce sont les autres qui m'ont amené à penser à une vie différente. Alors je peux même remercier, même si on se voit plus du tout, mon ancien infirmier qui m'a démontré par A plus B que ma vie de femme n'était pas terminée. En fait, chez les gays, il y a quand même un gros paradoxe, parce qu'on est une communauté qui est très exposée au VIH depuis toujours, on a été très touchés. Et puis, ces dernières années, les séropos, ils sont un peu invisibles. Donc du coup, c'est... Ce qui est compliqué, c'est que moi, je cite souvent l'exemple en fait de la sérophobie que j'ai pu connaître de garçons que je rencontre dans un sauna, tout se passe bien, et puis on arrive chez lui, je lui dis que je suis séropo, et puis là il me dit en fait ça va pas le faire, je vais te ramener à la gare quoi. Donc c'est de l'ignorance en fait, et il y a un vrai décalage entre les avancées thérapeutiques que permettent le TASP, la PrEP, etc. Et puis les connaissances en fait des gens. Alors ça va un peu mieux quand même, je constate depuis quelques années, notamment grâce aux campagnes sur U = U, notamment grâce à la PrEP, etc., chez les gays. Après, dans la population générale, il y a encore un gros boulot à faire en termes de prévention, qui pour l'instant est assuré par les associations, mais pas par les pouvoirs publics. Tout à fait. Mais déjà, aujourd'hui, votre présence ici, c'est quelque chose qui fait avancer. Moi, je trouve que c'est vraiment un acte politique de témoigner à visage découvert, dans le sens, on est à la radio, on ne voit pas votre tête, mais on peut chercher sur Internet, on va vous retrouver très facilement. Voilà, ça pour vous dire... Comment vous avez décidé aussi d'être ici, d'accepter de témoigner, qu'est-ce qui vous motive? Parce que vous pouvez vivre votre vie tranquillement et personne ne va vous demander votre statut sérologique, votre préférence sexuelle, etc. En fait, effectivement, je crois que déjà c'est à la fois un privilège, pour moi en tout cas je trouve, et effectivement, comme tu le dis très justement, quelque chose de politique. Pour moi c'est un privilège parce que je travaille dans un milieu, donc dans une association de lutte contre le VIH. J'ai du coup pas mal de connaissances, d'amis, etc. qui évoluent aussi dans ce milieu-là. Après, j'ai la chance, parce que c'est encore une chance aujourd'hui en 2023, d'avoir une famille très ouverte sur ces questions,
qui a accueilli Fred sans la moindre réprobation ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, j'ai donc deux frères, des belles-sœurs, une mère, etc. Enfin, qui sont informés, qui sont ouverts, qui sont curieux, parce que c'est ça aussi, pour moi, un des enjeux, je trouve. C'est aujourd'hui, on a, en tout cas en France, des dizaines de façons, enfin des tas de façons de s'informer sur ce sujet-là, sur le VIH, sur les moyens de prévention, mais sur aussi qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en 2023, la vie avec le VIH. Et c'est un effort que les gens font pas toujours, quoi. Effectivement, et on dit souvent, enfin Fred le disait, la sérophobie, c'est avant tout de la méconnaissance. Oui. Mais en fait, moi, c'est un truc sur lequel j'ai par moments des réactions un peu épidermiques parce que, en fait, les connaissances, si on veut les avoir, on a la possibilité de les avoir. Enfin, je veux dire, toutes les associations ont des sites internet, sont présentes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Maintenant, un petit peu TikTok, un peu moins. Et du coup, voilà, l'information, quand on veut la trouver, elle est accessible. Mais pour autant, effectivement, c'est vrai que encore aujourd'hui, témoigner à visage découvert ou même à la radio, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, et je le comprends complètement. Et pour moi, c'est d'autant plus important de témoigner et de porter cette parole-là. Quelque part, c'est un peu aussi porter la parole de personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et du coup, comme moi, je peux le faire, je le fais avec grand plaisir autant que possible pour essayer un peu d'éveiller les consciences, de faire que les gens prennent conscience de qu'est-ce que c'est aujourd'hui vivre avec le VIH, et surtout le fait que, je répète, une personne qui vit avec le VIH, à partir du moment où elle est traitée, elle ne peut plus transmettre les virus à ses partenaires. Donc, il n'y a plus de raison de discriminer ou de stigmatiser ces personnes, quoi. Oui, tout à fait. Un témoignage direct, ça va vraiment directement à la source du problème, à mon avis. C'est toujours très bien quand des personnes décident et aient le courage de témoigner. Hélène, c'est quelque chose que tu fais aussi. Dans ta vie, là, tu es en train de témoigner ici, mais tu le fais aussi, tu le fais auprès des jeunes personnes. Oui, effectivement, je témoigne pour ce qu'on appelle le projet Madeleine au sein du comité. C'est en fait, on fait beaucoup d'interventions, particulièrement dans les écoles et les lycées, mais pas que ça. Je décide de témoigner auprès des jeunes parce que je suis maman moi-même, que ma fille a moins de 20 ans, enfin elle a un peu plus de 18 ans, et que je l'ai entendu revenir de l'école avec des informations venues de profs eux-mêmes qui m'ont fait bondir au plafond alors que c'était des jeunes qui n'avaient même pas 30 ans. Donc de ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait militer pour... J'utilise le mot militer, tiens, pour la première fois. Tu vois Je progresse. Oui. Je progresse. Je décide de faire quelque chose particulièrement pour eux parce que on peut pas laisser... il n'y a plus vraiment d'informations depuis... dans les années 80 jusqu'à dans les années 90, il y en avait énormément. Enfin, de la prévention, beaucoup d'informations. Et depuis une dizaine d'années, ça passe quasi inaperçu. Et je trouve que le discours qui est tenu actuellement, c'est du laxisme et qu'on ne peut pas... Enfin, moi, à titre personnel, je ne peux pas laisser ma fille et les enfants... Enfin, nos enfants, moi j'en ai qu'une, mais je parle pour tous les enfants. On ne peut pas laisser nos enfants partir à l'aventure comme ça dans la nature sans aucune information et risquer d'attraper cette, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais cette putain de maladie, quoi. Parce que oui, certes, maintenant, grâce au traitement, on vit bien, on ne transmet plus, etc. Mais c'est franchement pas sympa pour tout le monde. Donc moi, personnellement, je le vis pas très bien au quotidien, donc je peux pas prêcher le contraire. Peut-être voilà. quelque chose de plus difficile à vaincre, parce qu'au niveau scientifique, les progrès sont beaucoup, ce sont les préjugés. Et justement, c'est énorme, la raison pour laquelle on est là et on témoigne, parce que si tout le monde était curieux, prenait des informations, peut-être on aurait moins peur d'une infection, qui peut être une infection chronique, bien sûr, mais au même niveau que les autres. Par exemple, toi, Hélène, toi, dans ta vie, tu n'as pas la même liberté qu'ont Fred et Cédric à en parler à ta famille, de ta relation avec ton compagnon, de ton statut sérologique. Tu ne peux pas. En fait, en fait, ma famille est au courant. Bon, en fait, j'ai pas vraiment eu le choix. Hein. Ça s'est trouvé comme ça. On peut pas dire que j'ai été rejetée. Non. Par contre, oui, il y a eu des réactions. Une réaction particulièrement stupide de ma sœur au début. Mais bon, de toute façon, le problème est résolu.
Comme j'ai décidé que ces gens étaient toxiques pour moi, donc je ne les vois plus, donc il n'y a plus de soucis. Maintenant, c'est vrai qu'au début, je ne parlais pas de mon statut pour des petits amis éventuels. Par contre, j'ai tenu... au début, j'étais tellement sous le choc, et je le suis encore, que j'ai informé des amis, entre guillemets, à l'époque, de ça. Eh ben, en fait, c'est comme les conjoints, mais c'est mieux, en fait. Parce que les conjoints, ça va, ça vient, éventuellement. Les amis, c'est censé rester. Sauf que là, en fait, ça fait du tri. Parce qu'il y en a qui ont peur de vous, alors que c'est juste un ami, quoi. Oui. Donc, ça fait du tri. Donc, oui, sérophobie, mais à tous les niveaux. Après, moi, ce qu'a fait mon petit homme, passer outre et se dire, ouais, ça changera rien, de toute façon. Ben voilà, quoi. Il y a des hommes... j'avais dit une fois, il est courageux. Et on m'a sorti, non, il n'est pas courageux, il est intelligent. Très Eh juste. ben, C'est vrai. Ouais. C'est de l'intelligence. Bah oui. C'est ça. Du cœur et des neurones. Voilà. Oui, Fred? Ouais, moi, il y a une formule que j'aime bien, c'est on est indétectable, mais on n'est pas invisible. Et je crois que j'aime bien. le souci aujourd'hui, c'est un manque de représentation des séropos dans l'espace public et médiatique. On voit pas de séropos, ni dans les fictions, ni chez les hommes politiques, à part Jean-Luc Romero, ni à la télé, etc. On est invisible, alors que voilà, on est 170 000 en France. Donc, il faut se poser des questions. Pourquoi on n'est pas visible? Pourquoi c'est toujours tabou? Et pour moi, effectivement, comme le disait Cédric, je suis privilégié, je suis gay, je suis journaliste, j'habite à Paris, etc. J'ai pas de pression familiale, etc. Donc, je peux parler à visage découvert et surtout, j'essaye de le faire dans mon travail parce que je travaille pour le journal Remède. J'essaye de donner la parole à d'autres personnes qui ont envie de le faire, qui n'osent pas, etc. Donc, voilà, être visible, effectivement, il y a quelque chose de politique. Et ce que tu fais, Hélène, c'est politique aussi, en fait. Aller dans les écoles, etc. Voilà, c'est un acte militant. Donc, c'est important que chacun à son niveau, parce qu'on on n'est pas tous égaux par rapport à l'exposition, qu'on puisse chacun à son niveau faire passer des messages et témoigner. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, en particulier, on voulait témoigner de l'amour. Votre présence ici, vous êtes des couples heureux, comme on disait au début d'émission. Après, chacun il choisit sa manière d'être heureux. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas rentré vraiment dans votre intimité. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, mais déjà, c'est que vous affichez à l'extérieur. Ça, c'est très important. C'est très important que vous êtes venu ici. J'ai une question. Est-ce que vous êtes conscient d'être quand même, entre guillemets, un symbole de quelque chose que, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'affichent, beaucoup de gens qui ont la bonne situation pour le faire ou l'envie. Je ne sais pas si on a un symbole. En tout cas, moi, je sais que quand j'ai découvert ma séropositivité en 2011, ça m'aurait fait plaisir de voir des couples sérodifférents heureux à la télé, en couverture d'un magazine, dans une émission de radio. Parce que je crois que le vrai souci aujourd'hui pour les séropos, c'est pas tellement les traitements, on les supporte bien, c'est le regard des autres, c'est la peur d'être seul, la peur du rejet, la sérophobie. On a tous envie d'être heureux, on a tous envie d'avoir un amoureux ou une amoureuse. C'est un peu la base, quoi. Voilà. Donc, si on peut faire passer un message d'espoir, c'est que oui, aujourd'hui, on peut être heureux, amoureux, on peut faire des enfants de façon naturelle. Les traitements le permettent. Donc allez-y, faites des rencontres, amusez-vous, éclatez-vous, soyez amoureux. Voilà. Tout à fait. En fait, je voulais vraiment demander un mot de la fin. Qu'est-ce que vous direz à des personnes qui se sentent seules, ou comme disait Hélène, à des femmes qui ont pensé, bon, ma vie de femme est finie. Hélène, toi, tu leur dirais quoi? Vu que toi, tu es la preuve que c'est pas ça. Alors, effectivement, je leur dirais non, il faut surtout pas chercher déjà spécialement et obligatoirement une personne séropositive, parce que pourquoi se cantonner à ça? Et puis, en fait, c'est toujours rester dans le même cercle, et on est juste, entre guillemets, un statut, on n'est pas que ça. Les gens, ça veut dire... tiens, on va prendre quelqu'un qui a le cancer. Quelqu'un qui découvre qu'il a le cancer, qui cherche un petit ami, va chercher un petit ami qui a le cancer? Non. Pourquoi se cantonner? Après, on a la chance d'avoir des gens qui sont sérodiscordants, qui n'ont rien, qui veulent prendre un risque d'après les autres. Mais non, pourquoi être obligatoirement différent, dans le sens se faire... En fait, on ne va pas se discriminer nous-mêmes, en fait. Voilà, en fait, non, voilà,
Non, ce serait discriminatoire de rejeter les séronégatifs, franchement. On ne peut pas faire de la On discrimination. les aime bien, les séronégatifs. Voilà, on les Ils sont aime pas bien. méchants. Non, ils sont gentils. Merci. Oh, on vous aime, merci. On vous merci. Bah, écoute, c'est moi qui vous remercie du coup pour votre présence. Hélène, Fred, Cédric, merci beaucoup d'avoir Merci. participé à cette émission, d'avoir témoigné. Merci de nous avoir écoutés. Avec plaisir, ça sera aussi pour une prochaine fois. Hein. Vous pourrez venir à vos 20 ans si vous voulez, on vous Voilà, invite. on prend rendez-vous Hein pour les 20 ans. Ou pour la demande en Ah mariage. oui, pardon, j'ai oublié ça. Oui. Ah oui, pardon. Est-ce qu'il a C'est des du projets, harcèlement, c'est du mariage, enfants, choses comme ça Alors, dans enfants, ce non, parce que couple-là j'aime pas les enfants. Ah bon Non, je rigole, hein, je C'est rigole. pas vrai, ça. Non, chez les autres. Oui, voilà, c'est ça, chez les autres. Chez les autres. Écoute, on est paxé, c'est déjà pas mal. Hein. On a mis Exactement. 8 ans pour se paxer. On prend le temps, voilà. Voilà. Donc peut-être que dans 10 ans, on sera mariés, qui sait, on sait pas. On hein. n'est pas à l'abri. Parfait. Merci beaucoup. Merci Mais- à toi. Christina. Merci beaucoup. Alors, nous, on reste toujours à l'antenne. Vous êtes toujours à l'écoute des Vivre avec les VIH. Vu qu'on parle d'amour, j'ai demandé à une copine sénégalaise une chanson actuelle qui parle d'amour du Sénégal et elle m'a conseillé Safira, Schéma d'amour. Dama la miin tax na su ma la gisul damay jaaxle xolu mbëggeel
Et vu que nous sommes déjà dans le thème, dans les sujets, c'est le moment des annonces du cœur. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire quelques derniers messages apparus sur notre site internet. Pour écrire un message, il faut s'enregistrer avec une adresse mail valable et c'est tout simple. Une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez écrire votre premier message qui sera validé par nos soins. Une fois que ce message est validé, vous avez accès aux autres messages, à répondre, écrire, échanger entre vous de manière absolument confidentielle. Du coup, je vous conseille de ne pas mettre sur votre première annonce votre numéro de téléphone, des choses comme ça. Laissez ça pour après, pour l'échange plus intime. Et essayez plutôt de vous décrire ce que vous cherchez et de peut-être attirer l'âme sœur. Alors, quelques dernières annonces. La communauté, la nouvelle année est déjà commencée. Mettons plus de sérieux dans nos démarches. Les années s'engrènent mais ne se rassemblent pas. Nous avons encore la grâce de vivre quelque chose de beau. Donnons-nous cette opportunité. Celle qui est prête pour se caser se manifeste. Je suis chrétien mais open. De mes 1m75, j'ai 51 ans. Je vis dans l'Allier en France. Je suis prêt à me mouvoir si la chandelle en vaut la peine. Les influenceuses et les pas sérieuses, ne me sollicitez pas, au plaisir. Je suis un homme de 39 ans, je vis en France, je cherche une femme douce, calme, posée, pas de prise de tête, qui veulent s'épouser avec un homme dans une relation sérieuse. Je suis ouverte, très positive vers l'avenir, on sera de vrais potes. Jeune femme africaine d'origine camerounaise, 30 ans, vivant en Île-de-France. Je cherche un homme bien pour une relation sérieuse, voire plus. Merci. Camerounaise de 35 ans, sans enfant, recherche sa moitié pour une vie à deux de 35 à 43 ans. Je suis en Île-de-France. Merci de votre compréhension. Et c'est tout pour les annonces du cœur de cette semaine. On reste dans l'amour. Je vous propose encore une chanson, une morceau sénégalais, Djeba Gui. Gui, qui dans ce sens, ça veut dire baobab, et c'est une chanson d'amour. Real on the beat. Tina Liddell, faut que tu le forget. Faut que tu le relates. Tu bangi dogu, tu le lay doge. Tu me lay la koyone. Tina fait sa khalbi. Elle me sa baby. And don't I'm a depressive. But for engelep. More against you sick. You look like death. Do you reckon ya ko xam? Do lu nit ma do wax. You fi me up. The family musuma fa dem. Why do lu nit ma do wax? Ma top sa ginaaw di do mel mbëggeelu xale. Xale. May la kan laay magee. Nga tekki sama yére bi ñu xandal tawal mbëggee. Dégg naa sax dama jóge. Kon kar mashallah. Dañu bëggante ba ni raw. Yaay sama héros. Sama bébé d'amour. Conquérir na sama xol. Fi yaa fi buur. Dafa lu la neex nga xool. Boo bëggee ma bëgg. Boo jooy ma jooy. Ma gisul ci ñoom. Laa gis ci yow.
déglu waxi noon ñoom duñu dem bëgguñu ko dem xanaa xamoo ni lu baax ñëpp a ko bëgg fii lu ñuy wax xaaj ba du dëgg xanaa xamoo ni mën nañu wax mais duñu bëgg seen biir xol mënuñu gis ñaar ñu bëgg te xam naa waroon naa tongeewe ama tegal la say maam waroon nga doon jaam ma gore la say maam sama amoon avion sama may la ko di la dawalal ba bëgg nu jam ca yéy si la doyul wax ma lu lay doy bébé walaay xaw ma lu lay doy ma topp sa ginnaaw di doom mel ni mbëggeelu xale may la kañ laay magee nga tekki sama yére bi ñu xandal tawal mbege dégg naa sa dama jóge kon jaaro kar mashallah dañu bëggante ba ni raw yaay sama héros sama bébé d'amour conquérir na sama xol fi yaa fi buur dafa lu la neex nga xool ndax keroog ba ma la gisee a xam ne doo ma rëccee man keroog ba ma la gisee a xam ne doo ma rëccee yow sel nga sama xol bi yow sel nga yow walaay sel nga sama xol bi yow sel nga ma topp sa ginnaaw di doom mel ni mbëggeelu xale may la kañ laay magee nga tekki sama yére bi ñu xandal tawal mbege dégg naa sax dama jóge Et c'est le moment des infos de la semaine. Migration pour une meilleure protection des mineurs. 35 organisations lancent un appel pour une meilleure protection des mineurs isolés en situation d'immigration. Un an après la promulgation de la loi relative à la protection des enfants, connue comme loi Taquet, les droits des milliers d'enfants présents sur le territoire français ne sont toujours pas pleinement respectés selon les signataires. Cette mobilisation naît d'un constat des associations sur le terrain. Ils remarquent de nombreuses violations de leurs droits, de leur arrivée sur le territoire français jusqu'à leur majorité. Par exemple, ils signalent des cas de refoulements illégaux aux frontières, refus de mise à l'abri. Enfin, leur minorité et leur isolement sont souvent remis en cause à toutes les étapes, faisant primer une logique de suspicion plutôt que de protection, rappelle le GISTI. Pour les associations, telle que construite aujourd'hui, la prise en charge des mineurs isolés porte ces enfants à l'errance à la rue, à la souffrance, aggrave leur état de santé et amplifie les risques d'exploitation par un réseau criminel. Pourtant, des solutions existent, disent les associations, pour favoriser leur repérage et assurer une prise en charge immédiate et adaptée à leurs besoins. Voilà quelques propositions des signataires de l'appel. Placer les juges des enfants au centre de la procédure d'évaluation pour garantir la présomption des minorités. Assister les mineurs dans la reconstitution de leur état civil, assurer la scolarisation et l'accès à une nouvelle maladie dès le premier accueil, conditionner le financement des départements par l'État à leur respect de l'accueil provisoire d'urgence, améliorer les systèmes de répartition nationale, lever les obstacles au droit d'asile et enfin faciliter l'ouverture des tutelles ou encore délivrer un titre de séjour de plein droit à la majorité pour tous les jeunes ayant été confiés. Sur notre site internet, je vous mettrai la liste des associations qui ont lancé l'appel et les signataires.
Et continuons avec une autre info de la semaine. Afrique, fin du sida pédiatrique. Des leaders de pays d'Afrique se sont engagés pour mettre fin au sida pédiatrique. Il s'agit des 12 pays qui ont présenté leur stratégie pour mettre fin au sida chez l'enfant d'ici 2030. La conférence de lancement s'est déroulée en République unie de Tanzanie et a bâti une alliance qui s'efforcera d'encourager les progrès au cours des 7 prochaines années afin de respecter l'objectif 2030 pour mettre fin au VIH. Aujourd'hui, dans le monde entier, un enfant meurt tous les 5 minutes des causes liées au sida. Seulement 52% des enfants vivant avec le VIH suivent un traitement, pendant que les adultes sont 76%. En 2021, 160 000 enfants ont été infectés par le VIH. 15% des décès dus au sida touchent les enfants, alors qu'ils ne représentent que les 4% des personnes vivant avec le VIH. Le vice-président de la République unie de Tanzanie a déclaré « La Tanzanie a fait preuve de volontarisme politique. Maintenant, nous devons nous engager à avancer ensemble en même temps. Chacun et chacune d'entre nous, dans la limite de nos moyens respectifs, avons un rôle à jouer pour mettre fin au sida chez l'enfant. L'Alliance mondiale va dans la bonne direction, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. 2030 n'est pas très loin. L'Alliance est composée de 12 pays fortement touchés par l'épidémie du sida. L'Afrique du Sud, l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la République unie de Tanzanie, le Zambie et le Zimbabwe. Voici leur action programmée. 1. Dépister le plus tôt possible et optimiser le traitement et la prise en charge des nourrissons, enfants et ados. 2. Combler l'écart des traitements pour les femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH afin d'éliminer la transmission verticale. 3. Prévenir les nouvelles infections au VIH chez les adolescents et les femmes enceintes et allaitantes. Et 4. Lutter pour les droits, l'égalité des sexes et la suppression des obstacles sociaux et structurels qui entravent l'accès aux services. Chaque enfant a droit à un avenir en bonne santé, en plein d'espoir. Toutefois, pour plus de la moitié des enfants vivant avec le VIH, cet avenir est menacé, a déclaré la directrice adjointe de l'UNICEF. Nous ne pouvons pas laisser la riposte mondiale au VIH et au sida continuer d'oublier les enfants. Les gouvernements et les partenaires peuvent compter sur la présence de l'UNICEF à chaque étape. Cela passe par l'intégration des services anti-VIH dans les soins de santé primaire et le renforcement des capacités des systèmes de santé locaux. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission Vivre avec le VIH d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Portez-vous bien et encore plus aujourd'hui, vive l'amour!
ade para mula. Kurbe, ade para zula. Mama zula, nani kamere kumtila. Kadbeze mula, peransiga mula. Kurbe, naga para mula. Peransire bidige, konega dongilida. Kujani menidaka, kodongilida keranidaka. Munila ame banyama, munila ame senyama, munila ame banyama. Toga tiki ya keranidaka. Kurbe, naga para jenina. Kurbe. Niga mobilisa, bimogo wafo dijuguya. Ibiga ifonsa, farafima ba dijuguya. Nintogo doni mila, ubijuguya re. Monela ame banyoma, jome ni dagantewa. Angana banyoma, joni me ni dagante. Kurbe, maga fara mumula. Kamere kudugurula. Nani kamere kundigila, ha, komandana, jina chakorobala, mozola, kateze mula, peransiga mula. Koingara benyana ya, nemase mokoshima, nenga togo tasevela. Doko mabenya lema, ya fama, no digiri la ya fama. Jani meni dagantewa, ni bebe nefe, yanza ube nefe, makoro ube nefe, demizan ube nefe. Oye yala zoye, mogenza ube nefe, boko tigulu ube nefe, demizan ube nefe, makoro balu ube nefe. Kurbe, daga mula. Mama zula, peransiga mula. Peransiga bitiga, koma kurbe ka. Kurbe, najari eti kurbe, nangoyari kurbe, nadiyari kurbe. Poli bebe, ndeme babe, maboli bebe, tube sise, Pierre de Paris. Mad smoking bebe, so sans le bossy, caramel le diamond, Sam del jogo, my mona pari, derby jogo, ani bisco, maninga musafo, peransi bidi, mama de musique, kite, koyamuku kite, nega folle bebe, kat pese. Wolo zeme, navire, ajini zeme, pap électronique, lance jouagie, hey, ali were pare, ende banae, kanga babelembe, samoe, folie formulae, flexie, jogo familie. Ade para mula, ade para mula, mula, nani kamere mula, kateze mula, peransiga mula. Created by Prince Beat. Mama D music.